Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour parler des traitements antirétroviraux qui, comme vous le verrez, sont toujours plus innovants dans le domaine du VIH. Cette diapositive, ce sont mes liens d'intérêt. Et donc, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, avec des logos, des slogans qui sont un peu épars, qu'on voit assez peu aujourd'hui, mais que vous entendrez parler de « entrez et sortez couverts ». Alors ça, c'est plutôt un slogan associatif. Il y a aussi « une pandémie ne chasse pas une autre », ça c'est un petit peu plus descriptif. Enfin bref, vous en verrez quelques-uns. Alors comme ça, vous serez déjà prémédiqués ce matin. Alors, si on veut résumer 2020 en un coup d'œil, d'habitude, je parle de VIH, mais là, je crois que c'est impossible de résumer 2020 en un coup d'œil sans mentionner d'abord et toujours le Covid. Tout d'abord, même dans le domaine du VIH, des questions se sont posées sur la vulnérabilité des personnes qui sont porteuses du VIH aux formes sévères de Covid-19. On a aussi vu en 2019 une flexibilité et une résilience des services cliniques tout à fait exceptionnelles afin de réorganiser la prise en charge des patients. On a dû avoir une approche tout à fait différenciée pour faire face aux conséquences du confinement et d'autres ruptures toujours possibles du système de santé. Ça a donc été une organisation très importante, une réorganisation très importante de la plupart des services qui prennent en charge des personnes vivant avec le VIH. Et puis, de façon tout à fait inattendue, on a eu aussi une visibilité des médicaments antirétroviraux de première génération. Alors, je vais vous parler ici, bien sûr, du Kaletra. Alors, le Kaletra, c'est déjà au mois de janvier, en Chine, dans un journal que je ne lis pas habituellement, Business, le 26 janvier 2020, on voit ce titre, « La Chine utilise un médicament anti-VIH dans son plan de traitement pour ce nouveau virus ». Très rapidement, on entend parler de la firme qui le fabrique, donc c'était AbbVie, qui a lâché tous ses droits de patente pour faire face à la pandémie. Ce qu'on peut tout à fait saluer, mais enfin, c'est à peu près à ce moment-là que commence l'histoire du Kaletra dans le Covid-19. Alors, on avait déjà entendu parler du Kaletra dans d'autres anciens coronavirus, le SARS et puis le MERS, et d'ailleurs, il y a quelques jours, est paru dans le New England Journal of Medicine cet article montrant un effet de l'interféron bêta-1b associé à du lopinavir-ritonavir pour diminuer la mortalité chez des patients hospitalisés avec le MERS. Donc c'est à partir de ces observations que s'est développé le choix d'utiliser le lopinavir-ritonavir, ou son nom de marque le Kaletra, dans les plans de traitement du coronavirus. Alors, comme je l'ai dit, le lopinavir-ritonavir, il a été commercialisé dans le tout début des années 2000, en fait, il y a quasiment juste 20 ans. Depuis, comme vous voyez sur ce graphique, il y a évidemment eu de très nombreux nouveaux médicaments qui sont apparus sur le marché pour faire partie de la combinaison qui est utilisée dans les trithérapies. Alors, si on revient maintenant aux antirétroviraux, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf en 2020 ? Donc, j'ai parlé de Covid, évidemment, mais en 2020, on a eu aussi beaucoup de changements dans le domaine des antirétroviraux. Tout d'abord, le grand retour d'une classe de médicaments qu'on avait un peu oublié, qui avait été aussi négligé, les inhibiteurs non nucléosidiques de la rétrotranscriptase. Vous connaissez certainement, vous avez entendu parler de la névirapine ou de l'efavirenz. Alors, des nouveaux médicaments de cette même classe sont apparus, ont été commercialisés, la doravirine et, on en reparlera, la rilpivirine à longue durée d'action. Ce qui n'a pas changé par contre et qui reste toujours maintenant à l'honneur, ce sont les médicaments de la classe des inhibiteurs de l'intégrase. Ceux-ci sont invaincus, ce sont les médicaments de première ligne qui sont proposés par l'OMS, ce sont les médicaments de première ligne proposés en Suisse, aux États-Unis et partout dans le monde. Il s'agit donc vraiment d'une classe de médicaments qui s'est imposée en termes de tolérance et en termes d'efficacité dans le traitement des patients porteurs du VIH. Et puis enfin, de manière vraiment très intéressante, l'EMEA, donc l'Agence européenne du médicament, a approuvé le 16 octobre de cette année la toute première combinaison à longue durée d'action. Alors ça, c'est vraiment une révolution dans le domaine du VIH. Depuis 30 ans, voire plus, qu'on a des médicaments sur le marché. C'est la première fois qu'on a un médicament autrement que dans une prise
quotidienne, orale, à proposer aux patients. Donc cette formulation a été approuvée par l'EMEA, mais n'a pas été approuvée par la FDA pour des problèmes de fabrication apparemment, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, qu'en est-il de ces médicaments à longue durée d'action ? Vous me permettrez ce petit graphe qui représente de manière tout à fait en routine, si vous voulez, la façon dont on présente les résultats maintenant dans les essais antirétroviraux. Vous avez à droite donc un graphique qui montre la non-réponse virologique, le succès virologique et l'absence de données virologiques dans la fenêtre considérée. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une analyse en snapshot. On ne regarde que dans cette fenêtre-là. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on donne une fois par mois un traitement donc mensuel de cabotegravir et rilpivirine, les deux médicaments étant combinés à longue durée d'action, on a des taux de succès virologique qui approchent des 90% à la semaine 96 pour la prise mensuelle et à la semaine 48 d'ailleurs dans les prises chaque 2 mois, mais on a encore un recul peu suffisant puisqu'on n'a que 48 semaines de recul. Donc des médicaments long-acting, maintenant nous allons les appeler LA, ces médicaments LA qui ont fait leurs preuves avec un suivi pour la prise mensuelle jusqu'à 96 semaines. Alors quels sont les avantages et quels sont les inconvénients finalement de ces médicaments à longue durée d'action? Bon, d'abord, ils sont efficaces. C'est quand même la première chose qu'on leur demande, c'est d'être efficaces. Ils sont efficaces en administration mensuelle ou bimensuelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils ont tous les deux une excellente pénétration tissulaire. Ça, c'est important, particulièrement dans le domaine du VIH, puisqu'on a un virus qui est absolument partout, dans tous les tissus, des réservoirs qui sont anatomiques et des réservoirs cellulaires. On a aussi la possibilité d'une DOT, c'est-à-dire d'une prise directement observée. Par définition, si vous devez venir dans une clinique pour avoir une injection par voie intramusculaire, eh bien, on vous fait l'injection, donc on sait que vous avez pris le médicament. On va pouvoir avoir ces médicaments également chez les enfants et les adolescents, puisque des études sont prévues maintenant à partir de l'âge de 2 ans. Et là, je pense que ça peut vraiment transformer la prise en charge du sida pédiatrique. Et puis, on peut aussi avoir d'autres partenaires pour ces long-acting, avec, par exemple, une combinaison d'anticorps neutralisants à large spectre et de médicaments à longue durée d'action, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Il reste toutefois des questions et des inconvénients à ces médicaments. Tout d'abord, le volume des doses à injecter est assez important. Ce sont des formulations très lipophiles, ça fait mal, c'est pas très agréable. Et puis évidemment, ça se répète. Donc, quel va être l'impact sur la charge de travail des cliniques ? On pourrait dire qu'à Genève, on pourrait probablement assumer d'avoir des gens qui viennent tous les mois faire des injections, mais qu'en est-il dans des cliniques où il y a vraiment une très 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 grosse charge de patients et où les gens viennent actuellement tous les 6 mois prendre leurs médicaments? Évidemment, ça va changer complètement la dynamique des cliniques. Et puis, il y a évidemment des questions pharmacologiques qui sont très importantes et auxquelles nous n'avons pas toutes les réponses. Par exemple, en fin de dosage, il y a encore une persistance des taux plasmatiques, mais qu'en est-il si le patient ne vient pas à la visite? Qu'en est-il si, par hasard, il doit prendre un autre médicament, qui est par exemple un inducteur, ou au contraire un inhibiteur? Donc, on n'a pas vraiment de chélation possible, donc il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, une fois qu'on donne ce médicament, on n'a pas tellement le choix de modifier le reste des traitements des comorbidités, par exemple, ou si le patient ne vient pas. Pour l'instant, c'est un problème qui est encore irrésolu. Alors, j'aime beaucoup ce graphique qui m'a été donné par Chloé Orkin. Ce graphique montre le cycle viral du VIH. Alors, en plus d'être un cycle viral très intéressant que tous les étudiants étudient maintenant en 3e année, ce qui est vraiment passionnant dans ce virus, c'est qu'on a un médicament quasiment à chaque phase du cycle viral du VIH. Ça veut dire que la connaissance fine de la biologie moléculaire du VIH a permis le développement de ces médicaments. Et vous voyez ici 9 classes différentes de médicaments. Je ne vais évidemment pas parler de toutes, mais je vais prendre 2 exemples pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va se projeter dans le futur avec ces médicaments antirétroviraux. Je vais donc parler de l'islatravir et des inhibiteurs de la capside. Vous pourriez me dire, mais pourquoi chercher toujours mieux? Finalement, c'est pas mal ce qu'on a, c'est vrai, on a des médicaments très efficaces, bien tolérés.
Alors, il y a toujours un besoin de chercher de nouvelles options pour beaucoup de raisons. J'en ai mentionné ici 3. Alors, il y a d'abord pour les patients qui ont eu des échecs virologiques antérieurs, qui ont des parcours de vie pas très simples. Et ceux-ci, ils ont des résistances sur chacune des classes des médicaments utilisés, comme on voit ici sur ce graphique du laboratoire de virologie. Pour cela, tout simplement, les traitements de première ligne ne sont pas suffisants. On a aussi besoin de nouvelles options pour tous ceux qui n'en peuvent plus de prendre des comprimés tous les jours. Il faut voir aussi qu'il y a une grosse composante de stigmatisation dans la prise de médicaments quotidiens qui rappellent à chacun finalement son statut sérologique. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas inclus dans les essais cliniques. Je vais aussi en parler un petit peu parce que actuellement, pour être inclus dans un essai clinique, mieux vaut être jeune, masculin, blanc et en bonne santé. Alors on a un livre maintenant qui est disponible en ligne, j'ai mis le lien internet ici, livreafavih.org, dans lequel toutes ces stratégies antirétrovirales sont détaillées, et donc je vous invite à le consulter si vous avez des doutes et des questions. Alors, le premier médicament dont je voudrais vous parler, c'est l'islatravir. C'est un exemple d'un nouvel inhibiteur de la transcriptase inverse. C'est un inhibiteur de la translocation de la transcriptase inverse des nucléosides et il a ceci de particulier par rapport aux premières générations, on va les appeler comme ça maintenant, de ce qu'on appelait toujours les NRTI, c'est qu'il agit à plusieurs points finalement contre la transcriptase inverse, ce qui rend ce médicament particulièrement puissant puisqu'avec une seule dose de l'islatravir, on a une efficacité, une seule dose, donc hebdomadaire, on a une efficacité qui est plus grande que lorsqu'on donne un médicament bien connu ici de nous tous, le tenofovir, tous les jours, pendant 10 jours. Alors vous voyez ici, à droite de ce graphique, la puissance des molécules antirétrovirales après 7 à 10 jours d'administration quotidienne. Et vous voyez qu'avec les médicaments très puissants actuellement, comme le dolutegravir, on arrive à baisser cette charge virale initiale de 2,46 log, ce qui est quand même extraordinaire. Vous voyez que le lopinavir est mentionné ici. Il a aussi une bonne activité antirétrovirale, mais moins importante que celle des inhibiteurs de l'intégrase. Et à droite, vous voyez qu'avec l'islatravir, on a une baisse quasiment identique avec une seule dose d'islatravir, même quand on le compare avec un médicament très puissant actuellement, comme le dolutegravir. Alors, ce qu'on peut attendre de cette molécule, évidemment, des combinaisons de bithérapie, des traitements oraux, même de longue durée d'action, tout ça, on va le voir arriver les prochaines années. Mais ce qui m'a paru plus particulièrement intéressant de vous présenter aujourd'hui, c'est les implants. On connaît bien les implants contraceptifs, donc on a l'habitude d'utiliser des implants. Vous voyez ici le Nexplanon, et l'idée, c'est d'avoir la possibilité, avec ce médicament, en raison de ses propriétés pharmacocinétiques tout à fait extraordinaires, un implant qui dure 12 mois et qui pourrait servir finalement de prophylaxie de pré-exposition, quasiment finalement comme un vaccin. Donc ça, ce sont des choses qu'on attend pour très court terme, finalement, on parle de 1 à 2 ans pour le développement de cet implant. Un mot encore d'une autre innovation, les inhibiteurs de la capsule, ce sont des premiers de classe, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit des essais cliniques avec cette classe de médicaments. Comme l'islatravir, c'est un médicament qui agit à plusieurs niveaux, dans la phase précoce, mais aussi dans la phase tardive de réplication virale. Il s'utilise en injection sous-cutanée. Il a un potentiel pour un dosage trimestriel, voire semestriel, donc vraiment particulièrement intéressant. Et des sujets sains ont bien toléré des doses allant jusqu'à 450 mg en injection sous-cutanée. Donc une molécule vraiment très prometteuse qui va être étudiée d'ailleurs chez des patients multirésistants, donc pour remplir cette niche finalement des patients très expérimentés, et puis aussi chez des patients naïfs de traitement. Évidemment, c'est très attractif d'avoir un comprimé, une administration sous-cutanée une fois tous les 6 mois. Alors on voit qu'on est arrivé à ce que les cardiologues appellent le stress test pour ces médicaments antirétroviraux. D'une part, on doit pouvoir tester tout le monde, même ceux qui ont des traitements, des échecs de traitement antérieurs. Il faut offrir des options non orales, une palette d'options qui se diversifient. Et puis il faut aussi inclure des patients qui normalement sont en général exclus des essais cliniques. Je vous montre cette diapositive qui me vient de l'OMS, que j'aime beaucoup, qui montre simplement que dans la population mondiale, les personnes qui sont porteuses du VIH, vous voyez, sont représentées ici par le petit carré épidémie VIH.
beaucoup de femmes de race noire et finalement assez peu d'hommes blancs, 6% d'hommes blancs qui sont touchés par le VIH dans l'épidémie mondiale. Et vous voyez que dans les essais cliniques, qui c'est qui est inclus dans les essais cliniques? Eh bien, des hommes blancs en très très large majorité. 50% des essais cliniques n'incluent que des hommes blancs. Est-ce que nous risquons les mêmes erreurs avec le Covid-19 ? Je me permets cette petite incursion parce que toujours de la part de ces collègues de l'OMS qui m'ont transmis ces dias, malheureusement oui. L'OMS a analysé les essais cliniques qui évaluent les thérapies Covid-19 et a montré que sur plus de 700 essais, 75% excluaient les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer qui ne seraient pas sous double contraception. Et parmi eux, 76 essais testaient des médicaments connus pour être sûrs durant la grossesse, comme le lopinavir, ritonavir, dont nous avons parlé, et 74% excluaient, parmi ces essais, 74% excluaient les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer sans double contraception. Donc, un excès de précaution qui nuit finalement beaucoup à la générabilité, vous me corrigerez, de ces essais cliniques et la portée de ces essais cliniques finalement. J'aimerais dire un petit mot sur une classe un petit peu particulière de ces médicaments. Pour une raison de temps, je vais juste les mentionner rapidement, mais vous les verrez passer maintenant sur de nombreux papiers. Il s'agit des BiNAP, ou les anticorps à large spectre, les anticorps neutralisants à large spectre, voire à très large spectre, qui font partie d'une de ces colonnes que je vous ai montrées dans le cycle viral, et qui sont particulièrement intéressants ici. On voit cette structure de la spicule de la glycoprotéine d'enveloppe du VIH avec les 5 sites de vulnérabilité où sont mentionnés ces anticorps neutralisants à large spectre. Et ces anticorps sont capables de neutraliser un très grand nombre de souches, y compris de sous-types différents. Ils ciblent donc des antigènes spécifiques de la membrane de la glycoprotéine externe GP120. Eux aussi ont un potentiel de longue durée d'action. Et puis maintenant, on voit arriver des combinaisons trispécifiques de ces anticorps qui sont en développement pour éviter les résistances. On va pouvoir utiliser ces anticorps neutralisants en prévention, en primo-infection, voire même dans des infections tardives, justement chez des patients chez lesquels on souhaiterait une baisse très rapide de la charge virale. En tout cas, ils sont en exploration maintenant dans l'ensemble de ces indications. J'aimerais terminer avec une maladie négligée, le VIH pédiatrique. Vous voyez que ce fameux pipeline dont j'ai vanté la richesse tout à l'heure, qui comprend quasiment des médicaments sur chacune des phases de réplication du virus, eh bien vous voyez que ce fameux pipeline est nettement moins fameux lorsqu'on parle de VIH pédiatrique. On a un anticorps largement neutralisant qui est en étude. On parle du dolutegravir en phase 3, alors que ça fait 10 ans qu'il est admis chez les adultes et qu'il est en première ligne de traitement aussi dans les recommandations de l'OMS. Donc on a beaucoup de retard dans le VIH pédiatrique qui ne touche évidemment qu'une petite niche de patients dans le monde et qui intéresse finalement peu les gens et les boîtes pharmaceutiques qui développent des médicaments. Si on tente un regard vers le futur, j'espère vous avoir convaincu qu'on aura des palettes de choix qui sont multiples, qui vont inclure bien entendu des injectables de longue durée d'action, comme ceux que nous avons mentionnés tout à l'heure, des implants, mais aussi beaucoup d'autres formulations qui sont en développement que je trouve intéressant de mentionner, comme des patchs avec des micro-aiguilles qui permettraient de distiller finalement le médicament pendant des semaines et des mois. Les anneaux vaginaux seront déjà recommandés cette année ou au début de l'année prochaine par l'OMS en prophylaxie de pré-exposition avec de la dapivirine. Et puis certains systèmes, comme par exemple ces anneaux gastro-résistants, qui pourraient permettre de distiller plusieurs médicaments une fois qu'ils sont mis en place dans l'estomac. Donc on voit beaucoup d'options vraiment très intéressantes dans le domaine du VIH se profiler dans les prochaines années et voire même assez court terme. Donc si on regarde un petit peu l'interaction qu'il y a eu entre le VIH et le Covid, je crois qu'on peut conclure en disant que le VIH a permis d'acquérir une expérience inestimable qu'il ne faudrait pas négliger sur beaucoup d'aspects de la prise en charge, soit individuelle, soit en santé publique du Covid, que même les restrictions qui sont liées à Covid-19 ont permis d'améliorer encore les innovations dans le domaine du VIH, les autotests, la délivrance à la maison des médicaments, qu'on a pu observer une très grande flexibilité de la réponse des systèmes de santé. Il n'en reste pas moins qu'on est évidemment tous un petit peu inquiets de l'impact de Covid sur l'arrivée de ces médicaments innovants dont j'ai parlé, puisque les essais cliniques ont tous été quasiment mis à l'arrêt depuis près d'une année et on ne sait pas encore quand on va pouvoir reprendre les essais cliniques sur ces nouvelles molécules.
2020 est une année virale. Les options thérapeutiques pour le VIH continuent toutefois de nous passionner. Et je crois vraiment qu'on va arriver à des palettes d'options qui vont transformer la vie et améliorer la qualité de vie des personnes qui sont porteuses du VIH. On va avoir probablement des retards dans la mise à disposition de ces molécules. Et puis, comme souvent, l'individualisation des traitements et leur complexification dans le choix, la destination finalement à qui ces médicaments vont s'adresser, pose la question de l'universalité de l'accès de ces thérapies qui sont innovantes. Et puis je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier aussi l'équipe VIH qui est ici dans la salle. Et puis c'est une année virale aussi pour l'hépatite C qu'il ne faudrait pas oublier, puisque cette année, le prix Nobel a été remis aux découvreurs de l'hépatite C. Voilà, je vous remercie pour votre attention.